Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi vous êtes forcé de payer une hypothèque pendant 30 ans pour une boîte en béton au plafond bas, alors que seulement il y a 150 ans, nos ancêtres construisaient des palais pour chevaux qui paraissent mieux que votre administration municipale? On nous a menti toute notre vie sur la façon dont fonctionnait ce monde. L'histoire officielle nous nourrit de contes de fées sur les cerfs paysans, sur les laptis et la louche. Mais il suffit de sortir dans la rue de n'importe quel sample historique, que ce soit Paris, Omsk, Melbourne ou une petite ville de district, et vous verrez ce qui détruit complètement ce mensonge. Vous verrez des millions de tonnes de briques cuites, de granit et de géométrie parfaite. Posez-vous une simple question, à laquelle les historiens se mettent à transpirer nerveusement. Où ont-ils trouvé l'argent ? Qui a payé ce banquet d'une générosité sans précédent? On essaie de nous convaincre que toutes ces gigantesques constructions, ces interminables rangées de maisons au plafond de 4,50 m, avec d'énormes fenêtres en arc et des portes clairement pas calculées pour des gens de notre taille, ont été bâties sur les impôts de la vente de grains et de chanvre. C'est un mensonge. C'est une impossibilité mathématique et économique. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'au XIXe siècle, et peut-être avant, existait une tout autre modèle économique. Nous l'appelons économie des ressources. C'est un système où l'argent, dans son acception moderne, comme dette, comme garrot, comme instrument de contrôle, ne valait simplement rien, ou n'existait pas du tout sous la forme à laquelle nous sommes habitués. Mettons simplement en route la logique et la calculatrice, en mettant de côté les manuels d'histoire écrits par les vainqueurs. Prenons un bâtiment ordinaire en briques rouges, soi-disant d'avant-révolution. Ne prenons même pas de palais, prenons des casernes ordinaires ou des manufactures. Un tel bâtiment, c'est des centaines de milliers et souvent des millions de briques. Chaque brique pèse environ 4 kg. Pour produire 1 million de briques, il faut extraire de l'argile, la traiter, la mouler et, surtout, la cuire. Vous imaginez les dépenses énergétiques pour cuire des milliards de briques, dont sont construites des villes sur toute la planète dans un style architectural unique? Ce sont des volumes colossaux de combustible. S'ils avaient utilisé du bois, comme on nous le dit, à la mi du XIXe siècle, il n'y aurait plus eu un seul arbre sur la planète. Les forêts auraient été rasées jusqu'à zéro, rien que pour fournir des matériaux de construction à Saint-Pétersbourg ou à Chicago. Mais les forêts étaient là. Allons plus loin. La logistique. C'est là que s'effondre toute version officielle. Supposons que vous ayez une brique. Il vous faut le transporter sur le chantier. Pas d'asphalte, pas de camion. Il y a des charrettes et des chevaux. La capacité de charge d'une charrette est limitée. Le cheval a besoin de nourriture et de repos. Pour transporter des millions de tonnes de matériaux de construction, pour l'urbanisation, disons, de Moscou ou de Londres de cette époque, il aurait fallu des armées de chevaux, dont le nombre dépasserait la population de ces villes. Et ces armées de chevaux auraient dévoré toute la récolte, condamnant les gens à la famine. Mais les villes poussaient comme des champignons après la pluie. Sans crédit hypothécaire, sans banque centrale, sans inflation et sans pénurie de ressources. Comment est-ce possible? La réponse effraie par sa simplicité et simultanément par sa grandeur. Nous avons affaire à une civilisation qui ignorait la pénurie d'énergie et de ressources. La construction ne coûtait rien parce que le processus d'extraction, de traitement et de livraison était automatisé par des technologies qu'on nous a cachées. Rappelez-vous les gravures de Piranesi ou les photographies du milieu du XIXe siècle, où nous voyons des villes fantômes vides. L'architecture majestueuse est déjà là, et il n'y a presque pas de gens dans les rues. Ces rares personnages en chapeau haut de forme et ces va-nu-pieds qui entrent dans le cadre ressemblent à des survivants venus sur les ruines d'une grande civilisation. Ils ne l'ont pas construite. Ils l'ont peuplée. Nous regardons ces bâtiments et nous ne comprenons pas l'essentiel. L'économie du passé n'était pas bâtie sur l'intérêt du prêt,
C'était un système de distribution directe des ressources. Imaginez un monde où il n'est pas nécessaire de contracter un crédit pour construire une maison, parce que la pierre est coupée non pas avec un ciseau, mais avec des scies sonores ou à plasma, et le transport fonctionne non pas au carburant, pour lequel il faut payer les corporations, mais sur les principes d'utilisation de l'électricité atmosphérique ou d'autres champs physiques. Dans un tel système, le coût du mètre carré tend vers zéro. C'est précisément pourquoi il pouvait se permettre un tel luxe superflu. Le stuc, les statues sur les toits, les systèmes d'ingénierie complexes de ventilation et de chauffage intégrés dans les murs, ce n'est pas de la fanfaronnade de marchands de première guilde. C'est le standard de qualité de cette époque, quand la construction n'était pas une affaire commerciale. La science officielle nous dit que c'était l'âge de la vapeur et du charbon. Mais regardez la qualité de la maçonnerie. Des joints d'1 millimètre d'épaisseur, impossible à reproduire avec les méthodes modernes sans utiliser des machines-outils de haute précision. La maçonnerie polygonale des quais, des blocs de granit ajustés les uns aux autres de telle sorte qu'une lame de rasoir ne passe pas. Croyez-vous vraiment que cela a été fait par des paysans analphabètes avec des maillets en bois pour un bol de soupe? Si cela avait été fait manuellement, le coût d'un tel bâtiment dépasserait le budget d'un petit pays moderne. Aucun tsar, aucun empereur n'aurait pu assumer un tel budget. Cela ne signifie qu'une chose: il n'y avait pas de budget. Nous vivons dans une pénurie artificiellement créée. On nous a inculqué que les ressources sont limitées, qu'il faut payer pour l'énergie, que le logement est un privilège. Mais les ruines dans lesquelles nous vivons et que nous appelons héritage historique nous crient le contraire. Elles sont les témoins muets d'une ère d'abondance. D'une ère où l'humanité, ou ceux qui vivaient ici avant nous, disposaient de capacités de production dépassant les nôtres de plusieurs dizaines de fois. Et la découverte la plus terrifiante nous attend encore. S'ils pouvaient construire autant et si vite, cela signifie qu'ils étaient bien plus nombreux. Où sont disparus les milliards de personnes pour lesquelles ces villes ont été construites? Pourquoi les immenses cathédrales et salles, capables d'accueillir des milliers de personnes, sont-elles vides ou transformées en musées? Nous approchons de la ligne au-delà de laquelle s'effondre l'image familière du monde. L'économie de l'esclavage par la dette a été introduite très récemment. C'est un outil d'asservissement des survivants après une catastrophe globale. On nous a forcés à oublier que nous pouvons vivre autrement. On nous a forcés à croire que nous sommes le sommet de l'évolution, alors qu'en réalité, nous sommes des descendants dégénérés, ou, pire encore, de nouveaux colons dans une maison étrangère. Prenons en main la calculatrice et les chiffres secs des rapports officiels, pour enterrer définitivement le mythe selon lequel notre histoire a été créée par des paysans analphabètes avec des pelles. Si vous ouvrez les annuaires statistiques du 19e siècle, vous verrez des chiffres de population ridicules. On nous dit que dans les grandes villes de gouvernorat vivaient 50 ou 100 000 personnes. Mais regardez la densité de construction de ces villes sur les anciennes cartes et panoramas. Ce sont des villes conçues pour des millions d'habitants. L'infrastructure, la largeur des boulevards, la capacité des collecteurs d'égouts que nous utilisons encore aujourd'hui. Tout cela est conçu avec une marge qui ne s'explique pas dans le cadre de la démographie officielle. C'est la même chose que si aujourd'hui, pour un village de 3 maisons, on construisait un aéroport international et une centrale nucléaire. Pourquoi? La réponse est simple. La population réelle était des dizaines de fois plus importante, et c'était une civilisation complètement différente. Essayez de réaliser l'échelle de la production industrielle nécessaire pour créer cet environnement que nous appelons ancien. Ne me parlons pas seulement des murs, regardez les détails. Dans chaque immeuble locatif, même le plus ordinaire, nous voyons des escaliers en fonte de moulage des plus complexes, des grilles forgées, des poignées de porte, des charnières,
des châssis de fenêtres. C'est des millions de tonnes de métal. Pour fondre un tel volume de fonte et d'acier, il faut un gigantesque réseau de complexes miniers et de traitement, de hauts fourneaux et de laminoirs. Où sont-ils? Les historiens pointent du doigt les ateliers artisanaux des Demidov, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. La capacité de ces usines primitives aurait à peine suffi pour des fers à cheval pour une armée, et non pour l'équipement total des villes en structures métalliques qui ne rouillent pas depuis 200 ans. On nous ment sur le niveau technologique. La version officielle affirme que c'était l'époque des manufactures et du travail manuel. Mais le travail manuel ne donne pas de standardisation. Et nous voyons une standardisation absolue, effrayante. La brique à Vladivostok a les mêmes dimensions et la même composition que la brique à Londres. Les éléments architecturaux, corniches, portiques, chapiteaux, semblent comme estampillés sur une gigantesque imprimante 3D unique et distribuée dans le monde entier. C'est une mondialisation d'un niveau dont nous n'avons même pas idée. Cela signifie l'existence de standards industriels unifiés, d'un système unique de mesure et de poids, et, ce qui est le plus important, d'un système unique de gestion de la production à l'échelle planétaire. Sans Internet et sans communication instantanée, une telle synchronisation est impossible. Soit les communications existaient et elles étaient sans fil, soit le système logistique fonctionnait sur des principes que nous avons perdus. Réfléchissez à la logistique alimentaire. Si des millions de personnes vivaient dans les villes, et l'architecture l'indique, il fallait les nourrir. Sans wagons réfrigérés, sans conservateurs, sans engrais chimiques, il est impossible de nourrir des métropoles. La chaîne logistique, champs, charrettes, marchés, ne fonctionne que pour de petites localités. Pour les villes géantes dont nous occupons les squelettes aujourd'hui, il faut une agronomie industrielle et un transport rapide. Où sont les traces de ces fermes? Où sont les gigantesques cimetières de machines? Ils n'existent pas. Cela suggère que le système même d'assurance de la vie était différent. Peut-être la synthèse alimentaire ou des technologies de culture ne nécessitant pas de vastes terres arables qui sont apparues plus tard, quand l'humanité a été repoussée en arrière dans son développement. Un autre fait qui fait exploser le cerveau à tout ingénieur, ce sont des travaux de terrassement. Regardez les prétendus étages de sous-sol, avec des fenêtres et des portes complètes qui s'enfoncent dans le sol. On nous dit « ils construisaient comme ça pour éclairer les caves » ou « la couche culturelle s'est accumulée ». Mais la couche culturelle, c'est de la boue et des déchets. Elle grandit de quelques millimètres par siècle. Et non pas, elle n'enterre pas les premiers étages de 3 mètres en 50 ans. Pour construire ces bâtiments initialement avec un enfoncement, il faut enlever des millions de mètres cubes de sol. Manuellement, à la pelle, où ont-ils mis ce sol? Autour des villes, il devrait y avoir des montagnes de terre excavées, des terrils plus hauts que l'Everest. Mais le paysage est plat. Cela indique que la construction s'est faite avec l'utilisation de technologies de terraformation capables de modifier le relief, de dissocier la matière ou de la déplacer instantanément. Nous avons affaire à une économie où le concept de coût de revient n'existait pas. Si le commanditaire avait payé une pièce d'or pour chaque mètre cube de terre excavée, il aurait fait faillite à l'étape des fondations. Il construisait comme si l'énergie était gratuite. C'est le point clé. Toute notre économie moderne est bâtie sur la pénurie d'énergie. Pétrole, gaz, charbon, ce sont des monnaies. Mais si vous avez une source d'énergie libre, l'éther, l'électricité atmosphérique, la fusion nucléaire froide, le modèle économique change instantanément. L'argent en tant qu'équivalent d'énergie disparaît. Ne reste que l'opportunité et la créativité. C'est précisément pourquoi les temples et les gares du passé ressemblent à des œuvres d'art, tandis que nos centres commerciaux modernes évoquent des hangars à bétail.
Mais si tout était si parfait, pourquoi cela a-t-il disparu? Et c'est là que nous approchons du plus terrifiant. Les traces de destruction. Si l'on regarde attentivement les anciennes photographies, et même la maçonnerie de certains bâtiments, on peut voir des traces de réparation. Des réparations primitives, grossières, par-dessus une base high-tech. Quelqu'un murait des immenses arcs avec de misérables briques rouges. Quelqu'un collait des cloisons tordues dans les salles des palais. C'est nous qui avons fait cela. Nous sommes une civilisation de charognards, venus sur les ruines. Nous n'avons pas construit ces villes. Nous les avons déterrées, nettoyées de la boue et de l'argile, et nous les avons appropriées, en inventant des contes de fées sur de grands architectes du passé, dont les plans manquent curieusement de façon suspecte. L'histoire officielle est un écran de fumée, couvrant le fait de maraudage global. Nous vivons dans un post-apocalypse qu'on nous a vendu comme progrès. Ceux qui ont pris le pouvoir après la catastrophe ont inventorié les restes d'une grande opulence, introduit un système monétaire pour limiter l'accès des survivants aux ressources et commencé à réécrire les chroniques. Ils ont inventé les impôts pour que nous payions toute notre vie le droit de vivre dans les ruines d'une grandeur étrangère. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Quelle force a pu rayer de la surface de la Terre une civilisation dotée d'énergie gratuite et de technologies incroyables? Et où sont passés ces milliards d'habitants? Vous êtes-vous déjà demandé sur quoi vous marchez vraiment? Nous avons l'habitude de considérer le sol sous nos pieds comme quelque chose de naturel, une couche géologique formée au fil de millions d'années. Mais la vérité, qui ferait dresser les cheveux sur la tête à toute personne sensée, est que nous foulons les cendres d'une grande civilisation. Cette même argile, ces mêmes mètres de sol qui ont recouvert les premiers étages des bâtiments dans le monde entier, ce ne sont pas les dépôts de rivières ni la couche culturelle. C'est le résultat d'une destruction totale de la matière. Si vous prenez un échantillon de sol dans le centre historique de n'importe quelle vieille ville, vous y trouverez non pas de l'humus, mais de la poussière de briques rouges broyées, de chaux, de métal et d'os. Nous vivons sur un gigantesque cimetière, et c'est précisément cela qui explique pourquoi les historiens ont si soigneusement inventé le terme de couche culturelle. Ils devaient légaliser des mètres de boue qui ont soudainement recouvert la planète. Essayez d'activer la pensée critique. On nous dit que nos ancêtres étaient si paresseux et si sales qu'ils n'ont pas nettoyé les rues pendant des siècles, laissant la boue et le fumier s'accumuler jusqu'au niveau du 2e étage. Y croyez-vous? Des gens qui construisaient des palais à l'acoustique parfaite et au sol en marbre, vivaient-ils jusqu'aux oreilles dans la boue? C'est absurde. Les étages enfouis sont le témoignage d'un bombardement instantané, catastrophique, ou d'un autre impact qui a provoqué un effet de liquéfaction du sol ou la chute d'un volume colossal de roches sédimentaires du ciel. Les bâtiments ne se sont pas affaissés, ils ont été précisément ensevelis. Et cela s'est produit très récemment, au milieu du 19e siècle, divisant l'histoire en avant et après. C'est précisément ici que réside la réponse à la question du changement de modèle économique. La civilisation du passé a été détruite non pas par hasard. Elle était trop libre. Rappelez-vous les prétendues forteresses étoilées ou ouvrages bastionnés. Il y en a des milliers sur toute la planète, de la taïga sibérienne au désert d'Australie. L'histoire officielle les appelle des fortifications pour se protéger des incursions. Mais c'est un mensonge destiné aux idiots. Regardez leur géométrie vue du ciel. Ce sont des antennes fractales parfaites. Les murs de ces forteresses n'ont aucun sens pour la défense. Ils sont trop bas et leur forme complexe crée des zones mortes pour le tir. Mais elle convient parfaitement pour créer des circuits ondulatoires. Ce n'étaient pas des forteresses, c'étaient des stations à gaz, des centrales électriques,
des générateurs de cette même énergie libre qui rendait l'argent inutile. L'eau entourant ces étoiles fonctionnait comme un électrolyte. La pierre et la brique, saturées de métaux, fonctionnaient comme des conducteurs et des condensateurs. Toute la planète était couverte d'un réseau énergétique unique qui alimentait les villes, illuminait les rues sans fil, rappelez-vous les anciennes photos de poteaux sans câble, et permettait de déplacer les charges sans brûler de pétrole. C'est précisément cette infrastructure qu'ils ont détruite en premier. Ceux qui ont pris notre monde ont d'abord bombardé les étoiles. Regardez les anciennes cartes et les photos satellites modernes. La plupart des forteresses étoilées ressemblent à des sites frappés par des armes nucléaires tactiques ou des charges de plasma puissantes. Des entonnoirs, de la pierre fondue, des remparts effacés de la surface de la Terre. C'était une guerre d'anéantissement des technologies. Pourquoi cela a-t-il été fait? Parce que l'énergie libre est la mort pour le pouvoir des parasites. On ne peut pas installer un compteur sur les terres. On ne peut pas forcer un homme à payer une hypothèque si une maison peut être construite en une semaine avec la lévitation sonore ou l'impression 3D en pierre, et l'énergie pour le chauffage et la lumière prise directement dans l'atmosphère. Pour introduire le système de dette, il fallait d'abord créer une pénurie artificielle. Il fallait détruire les usines, faire exploser les centrales électriques, forteresses étoilées, anéantir les porteurs de connaissances et plonger les survivants dans le chaos, la faim et le froid. Et c'est alors, sur les ruines du paradis, que sont apparus les sauveurs, banquiers, industriels de la nouvelle vague et monarques, qui ont proposé aux survivants une aide en échange de la liberté. Jetez un œil aux prétendus grands incendies du 19e siècle. Chicago, Moscou, Boston, Seattle. Des villes construites en pierre et en briques qui ont brûlé jusqu'au sol comme si elles étaient faites d'allumettes. La pierre ne brûle pas. La brique ne se transforme pas en poussière par un feu ordinaire. Mais sur les photos après les incendies, nous voyons des ruines rappelant Hiroshima. Seuls les squelettes des murs subsistent. Et à l'intérieur, le vide et la poussière. Ce ne sont pas des incendies. Ce sont les traces d'utilisation d'armes high-tech à énergie dirigée. Les villes étaient nettoyées. On effaçait de la surface de la Terre l'ancienne infrastructure pour y construire des boîtes misérables et introduire une nouvelle logistique basée sur le charbon et le pétrole. Nous voyons les traces d'un crime global. La destruction était sélective, mais massive. On a laissé seulement ce qui pouvait être reconverti en bâtiments administratifs, églises ou musées, pour maintenir l'illusion de continuité. Mais la fonctionnalité de ces bâtiments a été perdue. Nous regardons les immenses cheminées dans les palais où l'on pourrait rôtir un bœuf entier et nous pensons qu'elles servaient à chauffer les pièces. Mais ces cheminées n'ont souvent pas de conduite fumée. Ce ne sont pas des poêles. Ce sont des éléments d'installation éthérique qui donnaient de la chaleur sans feu grâce à l'ionisation de l'air ou d'autres principes physiques. Quand les technologies ont été perdues, les nouveaux maîtres de la vie se sont contentés d'y brûler du bois, s'étonnant de pourquoi c'était si froid et enfumé. L'humanité a été repoussée dans son développement de milliers d'années en arrière. Ceux qui ont survécu après la catastrophe étaient désorientés, effrayés et privés de mémoire. Peut-être que la mémoire était effacée délibérément à l'aide d'impacts fréquentiels ou de chimie. C'est cela qui explique l'étrange trou dans les documents historiques et le fait que nous ne connaissons pas les noms des architectes qui ont construit nos villes. Nous connaissons les noms de ceux qui les ont restaurés ou reconstruits au milieu du 19e siècle, mais les vrais auteurs ont été effacés de la réalité. L'histoire a été réécrite à partir d'une page blanche. On nous a inventé le Moyen-Âge, inventé les âges sombres, pour étirer la chronologie et cacher le fait que très récemment, nous étions des dieux. Mais le plus horrible, c'est ce qu'ils ont fait aux gens. Le creux démographique
qu'il est impossible de cacher si on commence à compter les gens un par un sur les vieilles photos, dit que nous avons simplement été remplacés ou recréés de nouveau. Regardez attentivement les photographies de groupe de la fin du 19e siècle. Plongez-vous dans les visages. Voyez-vous là la sagesse des vieux? Voyez-vous là la continuité des générations? Non. Vous voyez des foules de gens désorientés, d'environ le même âge, 30, 40 ans, et des mères infinies d'enfants. Où sont les grands-pères et les grands-mères? Où sont ceux qui devaient transmettre les connaissances sur comment construire ces villes antiques? Comment utiliser les condensateurs éthériques? Comment vivre librement? Ils n'existent pas. C'est un monde d'orphelins. C'est un monde dans lequel le lien des générations a été chirurgicalement coupé. C'est précisément ici que se cache le secret le plus cynique et le plus sombre de la prétendue révolution industrielle. Ce n'était pas un progrès technique. C'était un programme de peuplement, d'un territoire nettoyé par une nouvelle force de travail génétiquement modifiée. Parlons franchement, en mettant de côté la politiquement correcte. Nous, avec vous, descendants de ceux qu'on a installés dans les villes vides, nous sommes une espèce biologique, élevée ou imprimée pour le service du nouveau système. Ça sonne comme le délire d'un fou? Alors expliquez-moi l'explosion démographique du 19e siècle. La statistique officielle nous dessine des graphiques verticaux de croissance de la population. On nous dit « la médecine s'est améliorée ». Quelle médecine? La saignée et le mercure? Dans des conditions de complète antisanitation, d'absence d'antibiotiques et de guerre constante, la population de la planète double et triple soudainement en quelques décennies. D'un point de vue biologique, c'est impossible. Une femme ne peut pas accoucher de 5 enfants par an. Mais la population croissait comme si des incubateurs industriels fonctionnaient. Et ils fonctionnaient. Rappelez-vous les fameuses expositions de la fin du 19e siècle, à Paris, à Chicago, à Nijni Novgorod. On nous montre des pavillons avec des machines, mais on tait pudiquement les pavillons avec des bébés. Oui, sur les expositions universelles, on démontrait ouvertement des incubateurs avec des enfants vivants. La version officielle, sauvetage des prématurés. Mais l'échelle de ces maisons d'éducation et orphelinats qui s'ouvraient soudainement dans chaque grande ville, parle d'autre chose. C'étaient des centres de distribution. Dans les villes vides, où fumaient encore les ruines après la purge, on amenait des convois d'enfants et d'adolescents qui n'avaient ni mémoire, ni parents, ni passé. On leur donnait de nouveaux noms de famille, Ivanov, Petrov, Smith, Muller, d'après la profession ou simplement d'après une liste. On leur inventait une nouvelle histoire, écrite par des jésuites et des historiens prussiens. Et le plus important, on leur apprenait à obéir. C'est pour cela que le système prussien d'éducation a été introduit, dont nous nous servons encore aujourd'hui. Pupitre, sonnerie, discipline stricte, apprentissage par cœur. Ce n'est pas une école, c'est le dressage de biorobots. La tâche était une seule, effacer les restes de mémoire génétique sur la grandeur du passé et apprendre à la nouvelle population à travailler dans les usines, à entretenir les machines à vapeur primitives et, le plus important, à payer. Les nouveaux humains étaient des esclaves parfaits. Ils ne savaient pas que la chaleur pouvait être gratuite. Ils ne savaient pas que la nourriture pouvait pousser toute seule. Ils acceptaient le système de chaîne de dette comme la seule réalité possible, parce que l'enseignant l'a dit. Nous sommes une copie réduite de ceux qui vivaient ici avant. Regardez les poignées de porte dans les vieux bâtiments de Piter ou de Rome. Elles se trouvent au niveau de notre poitrine ou de notre tête. Les marches d'escalier sont si hautes que c'est inconfortable pour nous de les monter. Les miroirs sont accrochés de telle sorte que nous ne voyons dedans que le sommet de notre tête. C'est de l'ergonomie pour des gens mesurant 2,50 m, 3 mètres.
Nous, en revanche, une espèce dégénérée. On nous a réduit non seulement la taille, mais aussi la durée de vie. Ceux qui construisaient ces temples vivaient des siècles. Nous brûlons en 70 ans. À peine temps de payer l'hypothèque pour une niche en béton. C'est une intervention génétique. On nous a rendus faibles, dépendants de la nourriture, du sommeil, des médicaments. On nous a fait des consommateurs parfaits de ressources, que nous extrayons nous-mêmes pour nos maîtres. La théorie de l'homme d'argile ou du homoncule prend ici un sens sinistre. Peut-être que la technologie de clonage ou de culture de corps était connue depuis toujours. Et après la catastrophe, les nouveaux gestionnaires de la Terre ont simplement lancé à pleine capacité les usines de production de population. C'est cela qui explique l'étrange uniformité des visages sur les vieilles photos, l'absence d'individualité, la masse grise en veston et casquettes identiques. On nous a produits en série, comme des iPhones. Et on nous a programmé dans le cerveau le programme « Travaille, consomme, meurt ». Mais le plus terrifiant, c'est que le système donne parfois des ratés. Parfois, en nous, se réveille la mémoire des ancêtres. Pourquoi nous sommes-nous tant attirés par ces ruines majestueuses? Pourquoi ressentons-nous une nostalgie inexplicable en nous promenant le long des colonnades et des quais que nous n'avons soi-disant pas construits? Pourquoi l'architecture moderne en verre et béton nous cause-t-elle de la dépression, tandis que les Stalinki et les maisons d'avant-révolution nous semblent familières? C'est l'appel du sang. La génétique est une chose tenace. Même dans l'ADN torturé des esclaves, sont restés des fragments du code des dieux. Et maintenant, alors que le système commence à chanceler, alors que les vieilles décorations s'effondrent, nous commençons à nous rappeler. Nous commençons à comprendre que toute la modèle économique, construite sur les impôts, les crédits et la pénurie, c'est une superstructure artificielle, une réalité virtuelle qu'on nous a enfilée sur les yeux. On nous a forcés à croire que nous sommes des minables, que nous devons lutter pour survivre. Mais regardez autour de vous, la planète est abondante, l'énergie est partout. Les technologies du passé gisent sous nos pieds, ensevelies sous des mètres d'argile. On nous a trompés de la manière la plus éhontée, en nous volant non seulement l'histoire, mais notre nature divine. Nous vivons dans une maison conquise, nous payons tribut aux occupants, et nous ne soupçonnons même pas que les clés de toutes les portes se trouvent dans notre poche. Mais qui sont ces occupants? Qui sont ces marionnettistes qui ont réécrit les chroniques et nous ont forcés à nous oublier? Réfléchissez. Pourquoi précisément maintenant on nous parque si agressivement dans un camp de concentration numérique? Pourquoi les espèces sonnantes et trébuchantes qui garantissaient au moins un peu de liberté sont-elles remplacées par des codes numériques qu'on peut désactiver d'un clic? Parce que l'ancien modèle de contrôle via l'intérêt du prêt et les idéologies a cessé de fonctionner. Nous avons commencé à nous réveiller. L'information a filtré. Internet, qui est très probablement non pas une invention militaire, mais une technologie antique décongelée, le réseau éthérique mondial, a joué un mauvais tour au geôlier. Nous avons commencé à échanger des photos, des cartes et des idées. Nous avons vu les incohérences. La masse critique de doute a atteint son pic et le système prépare un nouveau formatage du disque. Ceux qui se tiennent derrière le rideau, appelez-les prédicteurs, élite globale ou gardiens de la ferme, ne craignent qu'une seule chose. Ils craignent que nous nous rappelions qui nous sommes vraiment. Toute la modèle économique, construite sur la pénurie et la peur, ne tient que par notre ignorance. On nous a inculqué que nous sommes de petits humains faibles, dépendants d'un morceau de pain et d'une goutte de pétrole. Mais l'architecture devant laquelle vous passez chaque jour crie le contraire. Elle a été créée par des géants, pour des géants. Et il ne s'agit pas seulement de taille, mais d'échelle de pensée. Nous sommes les descendants ou les héritiers génétiques de la civilisation des créateurs, capables de manipuler la matière par la force de la pensée
et des technologies. On nous a endormis, rapetissés, privés de mémoire et forcés à jouer aux courses de rats pour des bouts de papier colorés. Mais le cycle se termine. Les étranges anomalies météorologiques, les tremblements de terre dans des régions stables, le changement de comportement du champ magnétique terrestre, tout cela sont les précurseurs du fait que le mécanisme de redémarrage a été lancé. Peut-être que ces mêmes déluges et pluies d'argile, ce ne sont pas des phénomènes naturels, mais un processus de terraformation, un rejet de l'Est avant le peuplement d'une nouvelle fournée. On nous prépare à l'élimination, ou dans le meilleur des cas, à la transition vers une réalité entièrement virtuelle, où nous oublierons définitivement le monde physique. Les métavers ne sont pas créés pour le divertissement. Ils sont créés comme une nouvelle cage pour l'esprit, afin que nous cessions de regarder les ruines du monde réel et de poser des questions. Cependant, cette fois-ci, quelque chose s'est mal passé. La mémoire génétique perce à travers les couches de mensonges. Les gens partout dans le monde commencent à sentir la fausseté. Nous regardons l'histoire officielle comme un mauvais scénario hollywoodien. Nous ne croyons plus que la cathédrale Saint-Isaac a été construite par des serfs en laptis et que les pyramides sont des tombes. Nous comprenons que le monde autour de nous est une décoration cachant un mécanisme high-tech. Et cette compréhension est notre arme principale. Ils ne peuvent pas redémarrer ceux qui se sont réalisés. La conscience éveillée sort de la matrice. Elle devient une erreur dans le code qu'il est impossible d'effacer. Peut-être sommes-nous la dernière génération qui voit les preuves matérielles du grand passé. Bientôt, on pourra les démolir, sous prétexte de rénovation, ou les détruire lors de nouveaux conflits locaux, qui sont attisés précisément pour nettoyer le territoire. Hâtez-vous de voir, hâtez-vous de savoir. L'histoire n'est pas ce qui a été. L'histoire est ce qu'il cache pour contrôler l'avenir. La Grande Tartarie, l'Atlantide, ou peu importe comment s'appelait cette civilisation mondiale unifiée, n'a pas disparu sans trace. Elle dort en nous, et il est temps de se réveiller.